D'après les recherches historiques et archéologiques, les Sao ont vécu dans la zone méridionale de l'immense cuvette tchadienne qui s'étend aujourd'hui sur 3 États riverains. Le Nigeria à l'ouest, le Cameroun au centre et le Tchad à l'est. Nonobstant le nombre important des travaux que les Sao ont suscités, les scientifiques ne s'accordent pas sur l'étymologie du mot Sao. Eh bien, parler des Sao, nous les connaissons aujourd'hui grâce aux documents archéologiques et historiques, les témoignages matériels qu'ils ont laissés. Et en archéologie, le chercheur n'arrive que lorsque c'est trop tard, c'est comme un médecin légiste. Il y a tout un mystère qui plane sur ce peuple, faute de documents historiques évidents, notamment l'écrit, l'oralité, on travaille à partir des documents archéologiques et quelquefois à partir de beaucoup de mythes. Il est probable, d'après le sens et l'origine des grandes migrations préhistoriques qui déferlèrent sur l'Afrique centrale, qu'avant de trouver une terre propice où s'établir, les Sao circulèrent pendant une longue période. À l'époque, le spectacle qu'offre l'immense cuvette tchadienne est à 1000 lieues de celui d'aujourd'hui. En dépit du début des phases de grande sécheresse, le lac Tchad est encore une véritable mer intérieure alimentée par un réseau hydrographique dense. Cette disponibilité quasi permanente de l'eau a permis le développement d'une faune et d'une flore riche et diversifiée, une forêt riche en essences multiples, des sols fertiles et propices à l'agriculture. Bref, toutes les conditions sont réunies pour qu'on parle d'une véritable Mésopotamie tchadienne. Les Sao flairent alors le bon filon et s'installent. Ils créent plusieurs principautés. Côté camerounais, ces principautés se situaient dans l'actuel département du Logone-Echari, précisément à Goulfé, Kousséri, Logone-Birni, Makari, Afadé, Woulki et Bodo. Ces principautés avaient à l'époque des appellations Sao. Les principautés Sao, du fait de l'omniprésence de l'eau, formaient des buttes artificielles construites à partir de la terre noire, extraite du lit des plans d'eau et étaient entourées de canaux qui permettaient d'évacuer les eaux par temps de pluie. Sur ces images prises à Afadé en compagnie d'un lointain descendant de Sao, nous avons les pieds dans l'un de ces anciens canaux. Aujourd'hui encore, le dénivelé entre le lit du canal et l'ancienne principauté Sao d'Afadé est perceptible. À l'époque et jusqu'au temps des Kotoko, les descendants des Sao, l'on avait en saison pluvieuse l'eau jusqu'au cou. L'accès à la cité d'Afadé n'était pas possible sans pirogue. Les cités Sao étaient alors entourées de grandes murailles de 7 à 10 mètres de hauteur et de 5 mètres d'épaisseur sur des contours de 8 à 15 km. Malgré les effets combinés du temps et des intempéries, des vestiges de ces murailles existent encore dans certains anciens sites Sao comme Afadé et Goulfé où l'on peut se faire une idée de leur envergure. Selon certaines sources, à l'intérieur de leur cité, les Sao vivaient sur des tertres monumentaux dont les vestiges les plus représentatifs forcent encore l'admiration aussi bien à Goulfé qu'à Kousséri. Ces monuments sont appelés Goudi ou Goudou. La forme pyramidale de celui de Kousséri met de l'eau au moulin des thèses qui soutiennent que les Sao seraient venus d'Égypte, fuyant les durs travaux de construction de pyramides certainement que leur imposait le pharaon.
Au sultanat de Kousséri jusqu'à une période récente, les sultans ont continué de vivre sur le Goudi et les traces des constructions sont encore visibles au sommet de ce monument. À partir de ces monuments exceptionnels, en plus des gardes postés sur les tours d'observation des murailles, l'on pouvait voir arriver l'ennemi ou l'ami. Dans un cas, l'on se préparait à l'affrontement et dans l'autre, ordre était donné d'ouvrir l'une des portes de la cité. Ce patrimoine est aussi souvent cité pour appuyer les légendes sur les mensurations exceptionnelles et la morphologie impressionnante des Sao. Des légendes qui font d'eux des géants doués d'une force prodigieuse et qui leur prêtent des actions les plus surprenantes. 3 à 4 siècles après leur disparition, plusieurs histoires circulent encore dans les rangs des descendants lointains des Sao que sont les Kotoko sur cette morphologie exceptionnelle des Sao. Selon la tradition, sous les arbres à palabres, les vieux nous ont raconté qu'il y avait une dernière génération de Sao quelque part. Et puis, 9 personnes se sont donné la peine d'aller chercher ces 12 Sao. En allant, ils ont trouvé dans un champ un homme en train de travailler, un homme de haute taille. Ils lui ont approché, ils lui ont demandé, ils lui ont dit que nous sommes venus voir nos grands-parents qui sont ici, nos ascendants, qui sont des Sao. Il leur a dit que, attendez-moi, quand je vais finir mon travail, je vais vous accompagner. Après avoir fini son travail, il a ramassé les 9 personnes dans son panier, comme il ne pouvait pas marcher à son rythme. Il a mis les 9 personnes dans son panier et puis il les a amenées au village. D'où ils ont rencontré des gens de haute taille. La preuve en est que ces gens pouvaient parler à haute voix et qu'on peut entendre à 20 km à la ronde. Oui, donc ça veut dire que d'Afadé, d'où vous êtes quitté, et ici, les Sao peuvent se communiquer sans se déplacer. Il peut appeler celui d'Afadé pour aller rendre visite à ceux qui sont au Nigeria. Donc c'est ça pour la petite histoire. Un Sao qui quitte le matin pour aller à la pêche, il faut tendre les mains comme ça pour attraper les hippopotames. Il attrape 5, 10, tout ça. Pour arriver dans son campement, il avale un seul ou 2 seuls comme ça, il vient avec toi. Le matin, il s'appelle. Comme tu es ici, il crie. Toi, viens, il se ressemble pour aller à la pêche. On nous disait que les Sao étaient des grandes personnes qui mesuraient peut-être 3 à 4 mètres. Bon, certains même, on nous disait qu'on prenait l'éléphant, le Sao tuant dans l'éléphant, il le prenait en bandoulière. C'est comme nos petits chèvres là qu'on pouvait prendre. Voilà. Donc, c'est une façon de dire que les Sao sont des grandes personnes et ils font de grandes choses. Bien que ces déclarations soient proches des bribes de mythes, des lambeaux d'histoire, elles sont accompagnées de découvertes récentes qui impressionnent. Cet objet, par exemple, considéré comme un morceau de prémolaire de Sao. En le cernant sur tous ses contours, l'on reste sans voix. L'étonnement monte d'un cran lorsqu'au musée de Makari, les descendants des Sao soutiennent que cet objet conique qui pèse plus de 20 kg est un chapeau Sao. S'il vous plaît, il n'était même pas le couvre-chef d'un Sao adulte. C'était un bébé qui est né. Là, ça fait 1 mois, 2 mois comme ça. Et il fait chaud. Et puis on a fait ce chapeau-là pour le protéger. On a mis dans la tête. Face à notre scepticisme, le sultan de Makari va renforcer son argumentaire d'une nouvelle pièce. Nous avons des choses qu'on a trouvées comme... Il y a le cas de cette... Ça là. Ça c'est un bac. Comme c'est le... Voilà. C'est le bac d'un Sao. Ah, des doigts. Les petits doigts. Ça là. Ça. Qui portait. Bon. Nous avons montré ces différents objets et fait écouter ces déclarations à des enseignants du département des beaux-arts et des sciences du patrimoine de l'Institut supérieur du Sahel de l'Université de Maroua au Cameroun. À défaut d'être sceptiques, ils ont recommandé la plus grande prudence.
À mon avis, c'est des légendes. Et là, je me réfère au révérend Père Angelin Vinck, qui très tôt a travaillé sur ces sujets, et aussi ce que les Marcel Griol, parce que les Marcel Griol nous avaient habitués à voir les Sao comme des êtres exceptionnels. Et le mythe s'est amplifié puisque nous ne les avons pas rencontrés. Bon, on trouve encore des hommes, des spécimens en pays Kotoko qui sont grands de taille, qui sont élancés, qui sont massifs. Mais il faut dire tout simplement que ce qu'on a dit des Sao, qu'ils étaient très grands et qu'ils avaient comme bâton, comme canne, des rogniers, des troncs de rogniers, et qui pouvaient, quand le chef de Boulefait éternuait, les oiseaux fuyaient à plus de 1-3 km à la ronde, et que les Sao pouvaient bouffer une charge de 1000, n'est-ce pas, portée par une caravane. Vous voyez que quand même c'est excessif. Peut-être c'est pour traduire quelque chose d'exceptionnel, quelque chose que nous ne voyons pas, et qui aurait fait de ces hommes des êtres extrêmement, peut-être morphologiquement, bien portants, bien dodus, et que, à mon avis, la légende, c'est une légende qui veut tout simplement traduire quelque chose de très exceptionnel, quelque chose d'extraordinaire. Il faut se rendre à l'évidence. Les Sao, c'est des hommes de grande taille, nous sommes d'accord, mais d'une taille raisonnable. Je ne peux pas donner une taille à tant ou tel, bon, mais toujours est-il que c'est des hommes qui ont vécu dans un environnement très riche, qui leur a permis d'avoir une morphologie exceptionnelle et qui sont capables de travaux gigantesques. C'est tout ce que nous avons en termes d'information. Lorsque nous voyons la muraille autour des cités Kotoko, il est certain que c'est un travail exceptionnel qui est réalisé par une main-d'œuvre assez forte. Mais lorsque nous, à partir de l'architecture Kotoko, les informations que nous avons sur la taille des Sao n'est pas conforme avec l'architecture Kotoko. C'est là tout le débat qu'il faut, la nécessité de conduire des travaux sérieux à ce niveau-là pour nous permettre d'avoir une idée globale. Et puis, si des travaux archéologiques sont conduits, n'est-ce pas, sur cet espace-là, nous aurons la possibilité d'avoir, si nous tombons sur une nécropole Sao, nous pouvons avoir la taille d'un spécimen Sao. Et là, l'équivoque sera levé. Si les historiens, les archéologues et les descendants des Sao n'accordent pas leur violon sur la morphologie exceptionnelle des Sao, ils reconnaissent à l'unisson qu'ils furent à l'origine d'une exceptionnelle civilisation dite de la terre cuite. Leur maîtrise de la terre comme matériau fut si grande qu'ils s'en servirent pour préparer un mode légendaire de passage dans l'au-delà. On a trouvé d'importantes urnes dans la zone qu'ils ont occupée, notamment la zone actuellement occupée qu'on considère comme le Logon-Ishari, le département du Logon-Ishari. Alors des urnes qui ont révélé que les hommes étaient enterrés, placés assis dans les urnes qui pouvaient faire 1,20 m ou 1,40 m. Une première urne dans laquelle était placé le défunt et une urne qui le couvrait. Alors ils étaient jamais en position fœtale, assis, courbés, n'est-ce pas? Et puis comme si cette position lui donnait l'opportunité de revenir un jour, donc étant un fœtus, c'est comme si un enfant que l'on plaçait dans un placenta dans le ventre de sa mère et qui nous revienne un jour. On a trouvé dans des urnes des restes de repas, notamment les ossements, puisque les Sao ont disparu. Ce que nous savons aujourd'hui est au moins 300 ans ou 200 ans au moins par rapport à leur disparition ou leur extinction ou à leur fusion avec d'autres peuples. On a trouvé des restes de repas et qui pourraient être considérés comme le viatique, c'est-à-dire le repas que l'on laisse aux morts pour sa route, pour sa longue route vers l'éternité. On a également trouvé des restes de tissus, on a trouvé des restes de paille et surtout des statuettes. Et c'est ça qui est intéressant parce que ces statuettes sont considérées comme des gardiens ou comme des compagnons pour ce voyage. Et c'est cela qui montre un peu la prise de conscience de l'être par rapport à l'au-delà, la prise de conscience de l'être humain par rapport à son devenir. Et que la mort ne serait forcément pas la dernière fin. Dans la majorité des ouvrages consacrés à la civilisation Sao, les urnes funéraires figurent en bonne place sur la liste des principaux éléments de leur identification. Conscients de leur importance, de leur charge culturelle et historique, les Occidentaux qui ont effectué les premières fouilles archéologiques à travers les anciennes principautés Sao n'ont pas hésité à se servir. Les populations ont tendance à vendre donc ce patrimoine aux gens qui ont pris donc conscience de l'importance de ce patrimoine, notamment
des historiens et des archéologues occidentaux qui ont donc découvert l'importance de ce patrimoine Sao. Et comme nous sommes à quelques kilomètres de la capitale tchadienne, en N'Djamena, qui est donc un point de repère pour les Occidentaux, pour les recherches historiques et archéologiques dans le bassin du lac Tchad. Ces populations occidentales qui sont donc venues pour la conquête ou bien la recherche de ces objets d'art passent régulièrement dans notre contrée pour acheter les objets. Et les populations, n'ayant pas pris conscience de cette importance de ce patrimoine, ont donc bradé ce patrimoine. Ces jarres-cercueils et certains objets Sao qui s'y trouvaient font aujourd'hui le bonheur des musées en Occident. Que ce soit au musée de La Rochelle, au musée d'histoire naturelle, au musée de l'Homme, il y a un inventaire qui a été fait, n'est-ce pas, en 2007. Nous avons approximativement 900 objets Sao qui sont conservés dans ces structures. En dépit de ce pillage, les sites Sao regorgent encore de spécimens de ces jarres-cercueils qui ont donné aux inhumations chez les Sao leur caractère original. Hélas, 1000 fois hélas, ce patrimoine millénaire est en danger. À Bodo, ancienne principauté Sao, l'érosion a lentement mais largement emporté la terre dans laquelle étaient enfouies des urnes funéraires et poteries Sao, exposant aux intempéries et au pillage d'anciennes nécropoles. L'ampleur de l'érosion est appréciable à l'aune de ce qui reste de l'arbre reposoir qui autrefois accueillait les sultans de Bodo et leurs cours. Bien sûr, le grand sultan, M. Djibril Labarka, à l'époque, il passait son temps avec ses notables ici, sur cet arbre-là, avec ses notables. À quel moment? Le jour. Oui. Le jour. Qu'est-ce qui le poussait à venir passer du temps autour de cet arbre? Donc, la cour, il y a beaucoup de bruit. Et à la maison, il fait chaud. Donc, ici, ça donne beaucoup de l'air. Oui. Donc, il vient se reposer ici, avec ses notables, le jour. Ce n'est pas dans la nuit. Donc, à cette époque, on ne voyait pas encore les racines de cet arbre. À cette époque, il y a pas les racines ne sont pas vues. Oui. La terre est sur les racines. Oui. Donc maintenant, la terre est déjà rentrée dans le maillon. Aujourd'hui, l'érosion a créé un dénivelé allant par endroits à plus de 3 mètres de hauteur, vu depuis le lit de ce bras de la rivière temporaire El Beid. Sous les racines fantomatiques de l'arbre asséché, l'on distingue les contours d'autres jarres. Sont-ce des urnes funéraires? Une fouille archéologique est nécessaire pour répondre à cette interrogation. Ce n'est pas toujours l'action de la nature qui expose les urnes funéraires. La satisfaction des besoins de confort toujours grandissants d'une population, elle-même sans cesse croissante, amène les descendants lointains des Sao à troubler le repos de leurs illustres ascendants. Une illustration parfaite se trouve dans la localité de Biamo, à 7 km de Bodo. Le fils du chef a entrepris d'offrir à son père une fosse d'aisance proche de sa demeure. À 3 mètres de profondeur, les travaux d'excavation de la fosse ont débouché sur une urne funéraire. Nous voulons faire une latrine. Et puis, on a discuté sur ça, que les autres disaient qu'ils vont faire là-bas. Moi aussi, je dis que non, il faut qu'on fasse ici. Je veux que cette chambre-là, ça appartient à le chef. Et comme je suis là, je dis que je ne veux pas que le chef sorte d'abord de venir rentrer dans le stream. Il faut qu'on fasse une porte ici, et il sort de la chambre, il rentre. Et il sort des douches, il rentre dans sa chambre. Et c'est comme ça que j'ai tracé. On a discuté sur ça et j'ai tracé. Je lui ai dit de partir. Moi seul, je suis venu tracer. Le matin, ils sont venus. J'ai dit, bon, creusez ici. Ils ont commencé à creuser. Et on avait trouvé
cette marmite, 2 marmites là. Et j'ai dit que bon, il faut que tu casses, toi tu es à l'intérieur, tu as creusé ça là, il faut que tu casses, je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il a cassé, je fais un los long contre la marmite là. Et puis une petite caillou comme ça a tombé sur l'os là. Puis l'os là est cassé, est venu comme une farine. Messele Aboubakar a décidé de ne plus poursuivre les travaux d'excavation du WC. Il trouvera un autre site pour la construction de la fosse des anses de son géniteur. Toutes les urnes funéraires découvertes ne connaissent pas le même destin. Lorsqu'elles ne sont pas soumises au pillage sans vergogne d'individus attirés par les parures et l'or des disparus, elles sont sans aucune gêne, réduites pour certaines en chamottes pour donner aux nouvelles poteries une résistance au choc et aux variations thermiques. Vous voyez l'argile comme la terre des murailles, c'est du travail bien fait. Et quand on prend cette argile-là, les pots des sao, on les pile pour les remélanger à de l'argile et pour la cuisson. Là, ça ne casse pas les pots. Mais quand on prend avec nos canaris actuels qui sont mal cuits, mal faits, bon, ils ne résistent pas beaucoup. C'est pour ça que l'argile des pots là, sao, est prisée. Parce que ça rend solide. C'est du matériel fort. Comme la terre rend les briques solides. À partir de... Ça ne peut pas faire au moins 20 ans comme ça qu'on a découvert ces funérailles-là. Et qu'est-ce que vous avez fait? Non, on n'a rien fait de ça. On voit seulement. Et pourquoi les gens dilapident ces urnes? Quand ils cassent, ils cassent pourquoi? Pourquoi cassent-ils ces urnes? Donc ces gens, en cassant, nous n'avons pas l'idée que ça va nous servir dans le temps. Dans certaines ruelles des anciennes principautés Sao, des bouts d'urnes funéraires abandonnées servent de cachette aux tout-petits, embarqués dans un jeu de cache-cache. Dans certains domiciles, les résidents n'ont pas trouvé mieux que des bouts de jarre-cercueil pour recueillir et conserver les eaux de pluie. Scrutés de très près, des taches apparaissent et incitent à subodorer que cette pièce sert de temps en temps à d'autres usages. L'on y a déjà préparé un mélange de chaux vives et de colorants qui a servi à l'embellissement de la concession dans laquelle cette pièce a échoué. Un gâchis pour cette pièce, précieuse source de plusieurs interrogations, capable de faire l'objet de mémoires de master, de thèses d'études doctorales, aussi bien en histoire qu'en archéologie. Tenez, la décoration qui apparaît sur cette pièce. De quels outils se servaient les potiers Sao pour parvenir à cette décoration dite en chevron, faite de lignes ondées légères et d'incisions en dents de scie? Quelle technique utilisaient-ils pour que les écartements entre les différentes lignes soient si homogènes? Comment procédaient-ils pour monter ces énormes jarres-cercueils et lisser si finement l'intérieur? Autant d'interrogations qui, face à l'abandon de ce patrimoine inestimable, soulèvent une colère que l'on peine à contenir face à l'inconscience de l'importance de cet héritage qui règne dans les rangs des lointains descendants des Sao. À Kousséri, le long du fleuve Logone qui sert de frontière naturelle entre le Cameroun et le Tchad, les urnes funéraires ont souffert des travaux de génie civil entrepris pour consolider les berges du fleuve. Le musée Sao Kotoko de Kousséri a pu sauver in extremis celle-ci. L'exemple du site de Kousséri est la confirmation d'une indéniable réalité. Autour des urnes funéraires menacées de disparition gravitent d'autres objets d'une grande civilisation noire qui s'est épanouie d'au moins 400 avant Jésus-Christ à 1400 après Jésus-Christ dans la région périphérique du lac Tchad.
Les fouilles archéologiques menées auparavant sur les sites Sao n'ont levé qu'un tout petit coin du voile qui entoure cette civilisation. D'autres fouilles plus méthodiques permettraient de découvrir davantage d'objets dépositaires de cette civilisation, éclairant, ne serait-ce que partiellement, nombre d'interrogations et mystères qui entourent l'une des plus anciennes civilisations d'Afrique centrale. À titre d'illustration, sur l'ancien site Sao de Bodo, l'érosion a ramené plus près de la surface du sol un pot en terre cuite rempli de billes de pierre dont certaines sont finement travaillées.